Bonjour ou bonsoir, fidèles internautes, merci d'être avec nous sur Telar TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Au menu de ce numéro, la révision constitutionnelle, l'état de santé préoccupant de Denis Sassou Nguesso qui alimente déjà les spéculations mais aussi des fantasmes. Nous parlerons également du nouveau rebondissement dans l'affaire Guy Brice Parfait-Kolela où les enfants et leurs tantes ont été assignés en justice. Voilà qui sera au centre de notre échange aujourd'hui avec Monsieur Guy Mafimba Motoki, qui en réalité n'est plus à présenter, mais pour ceux qui le découvrent, c'est un opposant politique congolais. Moi, c'est Christian Perrin. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Teler TV. Je vous prie d'ailleurs de liker et de partager cette émission. Bonjour, Monsieur Guy Mafimba Motoki. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et merci à votre rédaction pour cette énième, certainement la dernière de mes interventions avant la fin de cette année. En tout cas, merci pour votre invitation et de cet honneur. En tout cas, merci d'abord de votre disponibilité, d'avoir accepté donc notre invitation. Alors, Monsieur Guy Mafimba Motoki, j'ai rappelé que vous êtes opposant politique congolais. 6 ans après le changement de la constitution congolaise, notamment en violation de celle de 2002, de janvier 2002, aujourd'hui, on évoque la révision constitutionnelle, la nouvelle constitution, donc celle du 25 octobre 2015, au motif qu'il faut renforcer la riposte contre la nouvelle pandémie à coronavirus, le Covid-19. Quelle est votre réaction? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord avoir une pensée pour André Okombi-Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko. Comme je vous ai dit, c'est la dernière intervention et imaginez encore un seul instant qu'ils vont passer encore ces fêtes de fin d'année emprisonnés de manière arbitraire. Je ne pouvais commencer cette émission sans leur rendre hommage. J'en profite aussi pour rendre hommage à Parfait Kolela qui nous a quittés en cette année 2021. Dans les conditions que nous connaissons tous, malheureusement, tout aussi à Bikikita, qui est décédé en exil, et tous ceux qui sont tombés cette année 2021, parce qu'ils continuent à mener le combat contre cette tyrannie au Congo-Brazzaville. Et je voudrais aussi avoir une pensée, et là je vais finir par répondre à votre question, pour un certain monsieur Elongo, monsieur Okemba. Ce sont des sassouistes qui ont cru à Sassou, qui se sont battus pour Sassou. Et là, Elongo a été enterré quasiment dans l'anonymat total, excusez-moi le terme, mais comme un inconnu à Pointe-Noire. Et c'est une manière pour moi de rappeler à ceux-là qui continuent à soutenir aveuglement cette tyrannie que ce monsieur qui s'appelle Denis Sassou Nguesso n'a pas d'amis. Il n'a que les intérêts de sa famille, les intérêts de sa famille politique et les intérêts de ta fratrie dans l'ensemble. Donc, je tenais à le dire avant de commencer à répondre à votre question pour que les Congolais prennent conscience, en fait, de la tentative encore de énième coup d'État que veut perpétrer M. Sassou Nguesso. Évidemment, ma réaction, c'est déjà le premier jour que j'ai découvert, en fait, très tard la nuit, suite à un conseil des ministres, de ce projet de loi, plus précisément de la révision de l'article 157 de la Constitution que nous a imposé M. Sassou Nguesso, la Constitution de 2015. C'est cela précisément. Alors, la question que je me suis posée, c'est de chercher à savoir, d'aller lire cet article 157. Ce n'est pas un article banal. Cet article 157 parle en fait de la modulation de la durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège. Parce que les gens s'arrêtent à l'état d'urgence. Mais c'est l'état d'urgence ou l'état de siège pour des circonstances exceptionnelles. Donc, une fois que tu lis, en tout cas j'ai lu cet article, ceci m'a interpellé. Ceci m'a interpellé en se disant, mais ce n'est pas la première fois que M. Sassou Nguesso utilise toujours, on va dire, l'arme juridique ou l'armature juridique pour à la fois tronquer ou conquérir ou conserver le pouvoir. Je tiens d'abord, monsieur Perrin, vous m'excuserez, de revenir, parce que j'aime toujours, pour comprendre comment fonctionne monsieur Sassou Nguesso, revenir toujours à l'histoire. C'est très important pour moi, pour que vos auditeurs comprennent exactement
que nous ne sommes pas devenus automatiquement des fous pour voir le mal partout. Mais le diable est dans les détails. Je vais vous faire une traçabilité historique sur la capacité de M. Sassou Nguesso à tromper, à être toujours dans cette espèce de ruse maléfique. Que les Congolais se souviennent de l'année 1975. Alors, ça veut dire que, Monsieur Guy Montoki, pendant que tu vas nous lire, nous donner ces détails, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout convaincu de l'argument avancé par le gouvernement congolais. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait de me reposer la question. C'est un argument fallacieux. Ils avancent masqués. Et je vais le démontrer. Mais je commencerai par une traçabilité historique, ça va être court. 1975. Nous sommes au temps du président Marien Ngouabi. Le président Marien Ngouabi, en difficulté sur le plan économique, politique et autres, met en place l'état-major spécial révolutionnaire. C'était soi-disant pour radicaliser la révolution parce qu'il y avait des infiltrés. Je fais un raccourci. Et qu'est-ce qui avait émis les fiches pour que Marien Ngouabi puisse rétrécir en fait la classe dirigeante à 5 membres de l'état-major spécial révolutionnaire? C'est M. Sassou Nguesso déjà, à l'époque, le patron des services. Nous sommes arrivés en 1977. En 1977, lorsqu'ils assassinent Marien Ngouabi, qui devait prendre le pouvoir? Celui qui devait prendre le pouvoir, c'était Tister Tikaya. Quel a été l'argument pour la création du comité militaire du parti? C'était de dire nous sommes dans une situation exceptionnelle parce qu'on a assassiné un chef d'État, donc la situation est militaire, donc je crée l'état-major spécial révolutionnaire. Ce qui revient à dire que nous sommes déjà dans cette expression situation exceptionnelle. Nous sommes en 1977. On va plus loin. En 1998, il fait son coup d'État, il prend le pouvoir en 1997. En 1998, M. Sassou Nguesso, dans son acte fondamental, met en place ce qu'il appelait la transition flexible. Pourquoi? Parce que selon lui, selon ses amis, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous arrivons en 2015, M. Sassou Nguesso dit « Je suis aux affaires, mais je dois faire évoluer les institutions » et on arrive au changement de la Constitution. Donc, vous voyez bien que 2021 n'est que la continuité d'un homme qui n'a que pour seule ambition, seule vision, qui n'a jamais eu que pour seule ambition et seule vision, conquérir le pouvoir et conserver le pouvoir. Et je dirais encore un mot par rapport à cela. Voyez-vous, les acteurs depuis 1977 sont les mêmes. Je vais citer 2 noms qui sont les acteurs de les années 2021. Michel Ngakala, c'est ce monsieur Michel Ngakala, c'est eux qui ont organisé la fronde contre le président Yombi Opango pour le démettre en 1979, et Florent Tchiba, le général Florent Tchiba, qui a été ministre directeur de cabinet lorsque M. Sassou Nguesso est ministre de la Défense, et aujourd'hui, qui est le directeur de cabinet au moment où Sassou Nguesso est chef de l'État. Donc, quand je vous disais que cette traçabilité historique est importante pour comprendre aujourd'hui pourquoi, comme par hasard, soi-disant pour des questions exceptionnelles, c'est-à-dire la pandémie, on veut réviser la Constitution de 2015. Je veux maintenant arriver à démontrer, comme je dis, c'est un argument fallacieux, que ce projet de loi a été théorisé par un homme, qui est un intellectuel, qui n'est pas n'importe qui. Moi, je veux parler de manière factuelle. Il s'appelle le professeur Didier Ngalebaye. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le professeur Ngalebaye est qui dans le système actuel au Congo-Brazzaville? Le professeur Didier Ngalebaye, c'est un professeur d'université, certes, oui, mais moi, j'ai été agréablement surpris de le voir sortir une lettre qu'il a adressée au Premier ministre Colline Makosso, dont l'objet était une lecture prospective de la gestion de l'état d'urgence mensuel et de l'obligation de la prise du vaccin lié à la crise induite par la pandémie du coronavirus. Louable comme ambition, c'est un intellectuel. Mais lorsqu'on creuse, raison pour laquelle j'ai dit le diable est dans les détails. Suivez-moi bien, M. Perrin. Lorsque vous creusez, vous constatez quoi?
Monsieur Didier Galebay, qui est professeur d'université, lorsqu'il y a eu changement de la Constitution, il y a des intellectuels qui sont montés au créneau pour démontrer que le changement de la Constitution était une forfaiture qui était quasiment en train de se mettre en place. Tout à fait. Mais lui, on ne l'a jamais vu. Je me souviens de Bourao, je me souviens de pas mal d'intellectuels. Il ne s'est jamais prononcé sur le changement de la Constitution de 2002. Mais lorsque vous creusez encore de plus belle, vous constaterez que M. Didier Galebay n'est pas n'importe qui. Il fait partie du CEPROD. Le CEPROD, c'est le think tank que dirige M. Michel Ngakala, membre apparatique du Parti congolais du travail, du PCT, proche parent de M. Denis Sassou Nguesso et proche quasiment le missi dominici de Christelle Denis Sassou Nguesso. Donc, lorsque vous creusez, lorsque vous avez un peu le nez politique, vous vous rendrez compte que en relisant cette lettre ouverte, je ne sais pas s'il faut donner l'occasion. Elle date de quand déjà pour ceux qui voudront cette lettre ouverte date du 3 novembre 2021. L'objet est clair. Monsieur Didier Galebay, moi qui vous parle, j'ai partagé cette lettre. Il est passé dans les grands médias. Mais bien entendu, je me suis rendu compte que tous nous sommes tombés dans le piège d'un homme qui était en fait l'arme théorique d'un projet de forfaiture comme ils ont l'habitude de le faire. Et ce monsieur, je pense qu'il a été commandé, que cette lettre a été une lettre commanditée par le cercle au pouvoir qui commence déjà à préparer plus ou moins l'après Sassou, sinon se préparer à toutes les hypothèses par rapport à la situation socio-économique, politique et, on va dire, sanitaire de monsieur, enfin, de la santé de monsieur Sassou Nguesso. Ils ont tendance toujours à avoir une longueur d'avance. Ils travaillent toujours dans ce sens-là. Et pour être factuel, quand j'ai dit que c'est un projet fallacieux, c'est une forfaiture qui se prépare. Dans le cadre de ce projet de loi, il suffit seulement de lire cet article 157. Avant de lire cet article 157, monsieur... Oui, mais pendant que tu es sur la lettre, est-ce qu'il y a quelques éléments qui peuvent aider nos téléspectateurs à comprendre que finalement, c'était une lettre prémonitoire qui annonçait déjà ce que nous sommes en train de débattre aujourd'hui, la révision constitutionnelle? Vous avez tout parfaitement raison pour que les téléspectateurs comprennent. L'objet de la lettre, lecture prospective de la gestion de l'état d'urgence mensuel et de l'état de l'obligation de la prise du vaccin lié à la crise induite par la pandémie du coronavirus. Il faut déjà dire, quel est aujourd'hui l'état de la pandémie du coronavirus au Congo? Faible. Même de la bouche des autorités, ils ont proclamé urbi orbi qu'ils ont jugulé la crise. Le taux d'incidence officiel est faible. C'est un Congolais sur, je ne sais pas, 200 000. Oui, le taux de létalité n'a même pas dépassé 2%. Jusque-là, on est encore... Quasiment dérisoire. Et on est surpris de constater que la préoccupation majeure de ce monsieur, du professeur Didier Galebay, c'était de faire une lettre ouverte qu'il adresse au monsieur Collinet Makosso pour motiver la prorogation de la durée de l'état d'urgence. La lettre, venons-y. Je vous ai parlé de l'objet. L'objet est clair déjà. C'était pour lui faire une lecture prospective, c'est-à-dire faire des propositions à l'exécutif pour proroger la durée de l'état d'urgence. Et un mot intéressant pour le prendre en flagrant délit on va dire de mensonge quand même. Il dit quoi? Il dit conscient des objections que la présente lettre pourrait susciter sur la légitimité, la compétence et la crédibilité de son auteur, c'est-à-dire sa légitimité, sa compétence et sa crédibilité. Monsieur n'est pas médecin. Il dit légitimité, oui, il peut avoir la légitimité en tant que philosophe intellectuel. Mais il ne nous a pas dit qu'il était membre du CIPROD, qui est un think tank de monsieur ça, il ne l'a pas dit dans sa lettre, et de sa compétence. Il va plus loin. Maintenant, on va voir au moment où il veut motiver le fait de proroger mensuellement l'état d'urgence, coûtait cher à l'État, donc à l'Assemblée.
Donc, il prend des exemples que, première hypothèse, ça coûte pour les primes qu'on devrait verser à chaque parlementaire, ça coûte 214 millions de francs CFA pour 28 sessions. Et ça peut aller jusqu'à 2 milliards si la prime est élevée de plus de 75 000 de francs CFA pour chaque parlementaire. C'est-à-dire que, pour résumer, pour lui, le seul argument d'éviter de proroger systématiquement l'état d'urgence, c'est un argument économique et financier, c'est-à-dire l'incidence financière. Mais il oublie de dire, ou bien il fait semblant de ne pas dire aux Congolais que ce sont des députés du peuple, ces gens-là. C'est-à-dire que s'il y a un problème qui concerne l'état de la nation et que l'état, comment je peux dire, c'est un cas général, c'est une urgence sanitaire, ils peuvent se priver des indemnités pour les sessions extraordinaires, ne serait-ce que pour éviter que ça coûte très cher aux deux parlements. Il ne le dit pas. Et il prend ça comme argument pour pousser le gouvernement, parce que dans son premier chapitre, il dit concernant la prorogation mensuelle de l'état d'urgence par le Parlement. Ça, c'est dans la lettre. Je constate que depuis que le Congo s'est installé dans la pandémie du coronavirus et tout, le Parlement congolais, sur demande motivée, a prorogé l'état d'urgence 28 fois. Donc, pour cette raison, il estime, il va plus loin. Je vais vous dire comment sa suggestion. Je suggère que, partant de cette lecture économique et financière de l'article 157 de la Constitution, l'on tire la même conséquence, autoriser la prorogation de l'état d'urgence et de l'état de siège au-delà de 20 jours en ajoutant la mention jusqu'à nouvel ordre. Que justifie la réalité de la poursuite de la pandémie tant qu'un vaccin n'est pas... Enfin bref. Donc, ce qu'il a suggéré a été repris mot par mot par l'exécutif congolais en prenant en compte un seul argument qui est un argument fallacieux, l'incidence financière et économique. C'est là où l'argument est fallacieux parce que lui qui est philosophe, il sait ce que ça veut dire, ce que c'est que l'état d'urgence et l'état de siège, c'est-à-dire des situations d'exception. Je vous ai parlé tout à l'heure de 1977, lorsqu'on a exécuté Massamba Deba, lorsqu'on a exécuté le cardinal, lorsqu'on a exécuté des innocents. C'était pendant cette période d'exception. La loi martiale s'impose. L'armée et la gendarmerie, en tout cas toute la force publique, prennent le contrôle. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Voilà la responsabilité. Et c'est là qu'on veut revenir finalement. Mais bien entendu, la responsabilité de M. Didier Ngaleba, j'espère qu'il nous suivra. Comme lui-même, il a dit qu'il attend des objections, mais je l'interpelle en tant qu'intellectuel. Je ne le suis pas, moi. Moi, je suis un politique. Mais j'ai le flair politique pour comprendre quand les gens avancent masqués, comme ils l'ont fait en 2015. Monsieur Perez, si vous le permettez, il faudrait qu'on dise aux Congolais ce que c'est que l'état d'urgence et l'état de siège. Tout à fait. L'état d'urgence est une mesure prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou la liberté de la presse. Donc, on peut se réveiller un matin. M. Sassou Nguesso dit l'état d'urgence. Personne ne circule, voilà. Pendant 90 jours. Donc, un quart de l'année. Personne dans la rue, personne ne sort, dans la rue, personne ne peut émettre une opinion contraire. Et on va plus loin, parce que c'est l'état d'urgence ou l'état de siège, en fonction des circonstances. L'état de siège est un dispositif juridique généralement mis en œuvre par le gouvernement en cas de péril imminent, insurrection armée ou invasion étrangère pour la nation. Il comprend plusieurs dispositions. L'armée remplace la police pour la sécurité publique. Certaines libertés de l'état de droit, circulation, manifestation, expression, sont fortement restreintes. Les médias sont contrôlés. Un couvre-feu entre en vigueur sur le territoire concerné par l'état de siège. La mobilisation nationale peut être décidée. Les tribunaux civils sont remplacés par les tribunaux militaires. Les tribunaux civils sont remplacés par les tribunaux militaires. Une surveillance accrue de la population. Mais est-ce que M. Didier Ngaleba oui,
j'espère que vous allez interpeller ce monsieur en tant que média, parce que nous avons eu à faire en sorte qu'il passe, en tout cas, dans les médias de la diaspora. J'espère qu'il reviendra dans tous les médias de la diaspora pour s'expliquer. Sinon, il prendra la responsabilité demain sur ce qui arrivera, sur ce qui adviendra à notre nation et à notre peuple, comme à l'époque, lorsqu'on a eu des états de siège, comme en Chili, même récemment au Congo en 1977 et autres. Voilà, je viens de vous apporter quelques éléments d'appréciation qui démontrent de fait que tout ce qui se trame derrière cette fameuse révision de l'article 157 n'est qu'un complot ourdi contre l'État et la nation pour quelqu'un qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso, dont le seul objectif reste la conservation du pouvoir et le remettre à quelqu'un, j'insiste là-dessus, qui peut sauvegarder ses arrières et les arrières des siens. Voilà où nous en sommes. Et je mets à défi quiconque viendra m'apporter un argument qui tienne la route par rapport à la révision de cet article de l'article 157 de la Constitution de 2015. Alors donc, si le gouvernement pense qu'il faut réviser la Constitution pour, bien entendu, renforcer la riposte contre la Covid, vous avez dit, vous n'êtes pas convaincu, vous avez d'ailleurs défendu votre argumentation en nous présentant quelques éléments. Il se trouve que dans cette optique, bien entendu, de la modification de la Constitution, il y a quelque chose qui est aussi envisagé, c'est le fait de laisser l'appréciation de la durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège au président de la République lors de la déclaration initiale et au Parlement sur proposition du président de la République. Donc, en dehors de ce qu'on peut moduler, c'est-à-dire la durée de 20 à 90 jours, mais il y a une disposition qu'ils voudront insérer, c'est de laisser l'appréciation de la durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège au président de la République. Mais c'est un coup d'État en bonne et due forme, en se dotant d'une armature juridique qui leur permettra de se justifier face à la communauté internationale. Mais ils ne sont pas aussi idiots que ça. C'est pour laquelle je dis que ça part d'un fight tank et ils ont une longueur d'avance. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Non seulement il a ce pouvoir quasiment absolu, ce n'est pas pour rien qu'il s'est décrété empereur, mais il y a quelque chose de plus grave, M. Christian Perrin. Dans ce fameux article, il y a quelque chose de très grave. Lorsqu'il parle, il y a une phrase qui en dit long, en dehors de l'argument que vous venez d'évoquer. Lorsque, dans cet article 157, je passe devant, il dit « Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger, le président de la République peut décider du maintien de l'état d'urgence ou de l'état de siège, il informe la nation par un message. Une loi détermine les conditions de mise en œuvre de l'état d'urgence ou de l'état de... Ils disent toujours, ou de l'état de siège. Circonstances exceptionnelles. Monsieur Perrin, c'est quoi circonstances exceptionnelles? On peut se réveiller un matin, on dit non, nous venons de suivre un appel à la rébellion à travers TRTV de monsieur... je ne sais pas, dit Mafimba, Perrin, le président pense que c'est une situation exceptionnelle, on doit décréter l'état d'urgence et fermer les frontières. Et vous allez dire quoi? C'est à son appréciation. C'est son appréciation. Si j'ai bien compris, on veut lui donner les pouvoirs de décréter parfois un état d'urgence ou l'état de siège, même d'une année, personne ne va parler, personne ne contestera puisqu'il aura tous ces pouvoirs-là. Et à ce moment-là, ce qui est curieux, c'est que le gouvernement qui présente ce projet de loi parle de l'évolution de la démocratie au Congo-Brazzaville. Je voulais comprendre un peu ce paradoxe. Est-ce que, il y a des termes qu'on ne peut peut-être pas utiliser ici, mais quelle interprétation donnez-vous à cette initiative? Nous avons démontré, vous l'avez démontré tout à l'heure, que le Covid n'est qu'un faux prétexte, c'est vrai, mais derrière, il y a quoi? Qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette initiative, politiquement parlant? Je pense que, contrairement à ce que c'est le secrétaire général Mokoko qui le disait, ne vous fiez pas à l'illusion. C'est un régime qui est très fragile. C'est un régime qui est conscient aujourd'hui
de ce que la jarre est percée de partout et qui est dans la prospective. C'est ça, il faut leur accorder cette intelligence maléfique, cette ruse. Donc, une jarre percée, ça soigne de partout. Ils doivent se doter d'une armature juridique. Et il faut, je crois que c'est l'expression Jean-Noël Mabiala, j'ai toujours du mal à exploiter, ça souhaite toujours dans une espèce de malveillance permanente. Les gens oublient que dans la Constitution de 2015, il y a l'article 96 qui dit ceci: aucune poursuite pour des faits qualifiés crime ou délit ou pour manquement grave à ses devoirs, fonction ne peut plus être exercée contre le président de la République. Il a toujours dit longueur d'avance. Donc, ce que vous voulez, ce que vous avez dit, votre question est pertinente dans le sens où il faudrait que les Congolais intériorisent quelque chose qui est quelque chose de permanente auprès de ce qu'on peut accorder à ce régime-là. Ils ont quasiment cette pathologie de vouloir conserver coûte que coûte le pouvoir. Et ainsi, ils tiennent compte non, des faiblesses qui sont les leurs. Première faiblesse, il y a une situation financière inextricable. Je suivais tout à l'heure là, soi-disant les fuites de leur conseil des ministres. Ils ont sorti une expression là, c'est-à-dire qu'on ne sera plus dans la nyongologie comme je l'appelle là, on va gérer un truc assez étrange où tu as l'impression que c'est le Congo qui va être bradé partout. On y reviendra. Donc, situation financière inextricable, ce qui revient à dire que nous allons, l'année prochaine, on va se retrouver avec une crise sociale amplifiée. Il y aura des grèves de partout. Il y aura des revendications de partout. Ils doivent prendre les dispositions. Ils sont isolés sur le plan diplomatique. Comme ils sont isolés sur le plan diplomatique, ils peuvent faire recours demain à des mercenaires ou à une puissance régionale pour venir les aider à mater une espèce de révolution, on allait dire, peut-être. Voilà, de révolution. Et donc, en cela, dans une espèce d'état de siège ou d'état d'urgence, ils peuvent se permettre cela. Et enfin, il faut renforcer le clan. La seule manière de renforcer le clan, c'est de faire en sorte que celui qui peut, en cas de question de maladie, question de révolution ou de mouvement populaire, ben, il faut mettre à la tête, dans une interprétation de situation exceptionnelle, un proche. Et aujourd'hui, celui qui sort du lot, en tout cas, d'après notre analyse et nos informations, M. Sassou Nguesso a mis l'accent sur son fils, que j'ai toujours appelé le dernier grand voleur qu'on n'a jamais connu dans ce pays, Christelle Sassou Nguesso Angualima. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a pris l'option d'imposer ce garçon à la tête de ce pays, et en prenant en compte qu'il lui fallait une armature juridique, raison pour laquelle je vous ai parlé de Michel Ngakala, je vous ai parlé de Didier et de ses prods. Et enfin, je dirais une chose, parce que nous avons la mémoire courte et on ne sait pas lire entre les lignes. Lorsque M. Christelle Sassou Nguesso est venu ici avec Koliné Makosso, il était quasiment lui le Premier ministre. On le voyait partout, recevoir les gens partout. Mais qui était dans la délégation? N'est-ce pas Michel Ngakala? Oui, on a vu Michel Ngakala. Quel était le statut de M. Michel Ngakala, qui est un appareil du PCT, qui n'a même plus de fonction au niveau du PCT, de se retrouver dans une délégation ministérielle conduite par le Premier ministre et se retrouver avec les partenaires pour signer je ne sais pas quoi. Non, c'est l'homicide hominicide. Et Koliné Makosso, comme l'a dit quelqu'un hier dans une chaîne concurrente, je pense que Koliné Makosso, il a une robe ou une tenue qui ne lui convient pas du tout. Et il est là comme une espèce de porte-étendard de M. Christelle Sassou Nguesso, à qui il tente de baliser le terrain, consciemment ou inconsciemment. Donc, je pense également que les choses sont en train de se précipiter comme ça, simplement parce que d'abord, l'état de santé de Denis Sassou Nguesso est tellement préoccupant également, et de ce fait, on essaie de regarder comment adapter la Constitution pour évidemment préparer cette succession dont vous faites état. Indiscutablement. Indiscutablement, je dis tantôt, la politique, c'est avoir un coup d'avance.
Et il faut le lui accorder, cette ruse maléfique qu'il a. Il a toujours un coup d'avance. Il a son âge, tronqué, ça on le sait. J'ai été quand même très proche collaborateur des grands dignitaires de ce pays. Ce n'est pas l'âge de M. Sassou Nguesso. C'est un vieillard de plus de 80 ans qui traîne, comme tout le monde, hein, à cet âge-là, traîne des pathologies extrêmement graves et il sait pertinemment que ses jours sont comptés, plus ou moins. Ses jours sont comptés. Et son entourage le sait, ses médecins le savent. Donc, il a beau mentir, il le sait. Et raison pour laquelle, et voilà, il se met déjà dans une panoplie d'hypothèses au cas où, parce que aujourd'hui, à cet âge-là, et ça, je le dis aussi en connaissance de cause. Vous savez, quand on arrive à cet âge-là, on n'a plus l'ambition de diriger le pays. Hein. On a juste l'ambition de conserver le pouvoir et de gérer sa maladie. Et vous remarquerez que depuis pratiquement plus de 10 ans, M. Sassou Nguesso est là pour conserver le pouvoir. Il n'a plus aucune vision. La preuve en est, sa dernière campagne électorale s'est résumée au Safou, au Mong ou au Kwanga. Ça veut dire que ce n'est plus, c'est nous qui ne voulons pas le comprendre. Il n'est plus dans ça. Il veut conserver le pouvoir ou mourir le pouvoir et arriver à faire comme Bongo à côté, comme d'autres tyrans. C'est ça véritablement la peur des tyrans. C'est de se retrouver face à l'histoire et face aux hommes. C'est ça la peur. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de Michel Ngakala. Bon, c'est vrai que tu ne nous as pas présenté qui il est exactement au niveau du Parti congolais du travail, sinon ses liens avec Christelle Denis Sassou Nguesso qui veut remplacer son père. Mais ma question était de savoir, est-ce que cette initiative de la révision constitutionnelle n'est pas non plus une manière pour Denis Sassou Nguesso de contourner le Parti congolais du travail qui semble faire aussi ombrage ou qui est en train de le gêner dans cette succession-là? La lueur d'espoir, c'est cela. La lueur d'espoir, c'est cela parce que, qu'on le veuille ou pas, le Congo reste, sinon les Congolais, un peuple assez mûr politiquement pour essayer de décrypter les choses. Je vais vous faire une indiscrétion. En discutant avec certains membres du PCT, parce que c'est des Congolais comme nous sommes des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. Il y a un qui m'a dit, mais que ce soit les civils ou les militaires, ils ont fait allégeance à Sassou Nguesso, père. Ils n'ont jamais fait allégeance à Denis Christelle. C'est ça notre lueur d'espoir. Alors, effectivement, Michel Ngakala a tenté déjà de le faire lorsqu'il y a eu le congrès du PCT. Le 6e congrès du Parti congolais du travail. Là, où on avait quasiment annoncé... il devait prendre la tête du parti ou... À l'époque, qui déjà tirait les ficelles? C'est Michel Ngakala qui était chargé de l'organisation du parti. C'était Michel Ngakala qui était chargé de l'organisation du parti. Donc, il était déjà dans cette posture de vouloir tirer les ficelles pour imposer à la tête du parti. Mais M. Christelle Denis Sassou Nguesso Angualima, Sassou a reculé. Mais il est tellement malin que c'est le même Sassou qui demande à Michel Ngakala de pousser et en même temps, il demande à Ngolo comment dirais-je, de s'opposer à cette initiative. Une manière pour lui d'équilibrer un peu, voilà, l'état des forces. Il s'était rendu compte à l'époque que ça ne pouvait pas passer. Et aujourd'hui, il refait la même chose en tentant de contourner le parti. Et donc, nous avons, comme j'ai dit, il y a eu lueur de sport. Pourquoi? Parce que ce soit parmi les forces vives de la nation, le PCT reste quand même encore un parti, un opérateur historique, un opérateur politique historique, où il y a encore des cadres qui peuvent réfléchir. Et ça, pertinemment, beaucoup ne sont pas du tout disposés à accompagner ce morveux. Je le dis pas avec mépris, mais parce que c'est ce garçon, je continuerai toujours à l'appeler garçon, à qui son père a donné la possibilité de piller le pays, on ne peut pas se le permettre. Mais il ose. Pourquoi? Comme j'ai dit tantôt, tous les tyrans ont peur du jugement de l'histoire et du jugement des hommes. Et il estime que ce fils
qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau, hein, tant sur le plan physique que sur le plan il est aussi violent que son père, il est aussi rusé que son père, et il est aussi immoral que son père. Et donc, il a mis l'option sur ce garçon-là pour essayer d'arriver à ses objectifs. Mais avec un peu plus d'intelligence, un peu plus de maestrat de notre côté, je suis serein. Je suis serein, je suis même en train de me dire, il faut pousser Sassou à aller jusqu'au bout de sa logique. Il faut pousser Sassou à aller jusqu'au bout de sa logique, et je l'encourage même à aller au bout de sa logique. Nous allons lui démontrer que le Congo n'est pas la propriété de Sassou et de ses enfants. Le Congo, c'est un patrimoine commun. Et nous allons créer les conditions. Nous créerons les conditions. Nous sommes déjà en train de créer les conditions pour faire échec à cela. Et donc, c'est par rapport à cela. L'état de la situation du Congo-Brazzaville est catastrophique. Isolé diplomatiquement, inextricable sur le plan financier parce que nous avons travaillé, nous avons isolé diplomatiquement ce monsieur, nous avons asphyxié le régime. La seule chose qui lui reste, c'est se doter des leviers sécuritaires pour s'imposer et voir comment soit il meurt au pouvoir en faisant la passe à son fils ou ça sera après moi le déluge. Et comme quoi, cette initiative, bien sûr, la révision constitutionnelle ne vous a pas surpris, c'est cela? Pas du tout surpris. Ou bien c'est une surprise pour l'opposition congolaise? Parce que je voulais aussi savoir, après ce que l'opposition congolaise a connu en 2015, est-ce qu'elle a tiré les leçons de 2015 pour qu'aujourd'hui, finalement, le débat qui est lancé, qu'elle soit cette fois-ci au devant de la scène et arriver à empêcher probablement ce nouveau coup d'État qui pointe à l'horizon? C'est difficile à dire, mon cher ami Perrin, parce que vous et moi, je pense que nous avons connu le feu à Brazzaville, au Congo, plus précisément. Donc, de là où je suis à Paris, je ne peux pas me permettre de demander aux gens d'aller faire tout et n'importe quoi. Non. Mais bien au contraire, hier, j'ai suivi le ministre Mirassa, toujours aussi aux avant-postes. Ils sont nombreux. Malheureusement, notre frère Paulin Makaya est pour l'instant de ce côté-ci, mais ils sont nombreux encore là-bas à être conscients, à avoir compris en fait ce stratagème-là. Maintenant, quels sont les leviers que nous pouvons utiliser? Moi, je pense que ce n'est même pas à cacher. Comme j'ai dit tout à l'heure, M. Sassou Nguesso, politiquement, il est isolé diplomatiquement. Lorsque vous voyez Ngakosso aller commettre une bourde diplomatique, dire que la Turquie n'a jamais été un État colonial, ça prouve à quel point il ne sait plus quel allié avoir. Quel allié avoir. Donc, je veux dire par là qu'il faut regarder seulement du côté des grandes démocraties. Il faudrait qu'il lise ce qu'a dit Biden. Le président Biden, lorsqu'il a organisé ce sommet sur la démocratie et le respect des droits de l'homme, le Congo a été exclu, en bonne et due forme. Ça dit ce que ça dit. Et ceux qui sont à l'intérieur, c'est le conseil que je leur demande, ce que je leur suggère, c'est un secret de polichinelle. Nous sommes encore, on a encore la possibilité de parler à ces grandes démocraties. Ils doivent se rapprocher des États-Unis, leur expliquer la situation du Congo-Brazzaville. Ils doivent se rapprocher de Paris. Ils doivent se rapprocher des pays nordiques de l'Union européenne. Il ne faudrait pas qu'ils arrêtent. Nous faisons la même chose. Mais je suis convaincu que les conditions optimales et les conditions subjectives et objectives qu'avait Sassou en 2015 ne sont plus les mêmes en 2021. Ce ne sont plus les mêmes conditions subjectives et objectives. Subjectives, regardez même ce qu'il a voulu faire, aller profaner la tombe du cardinal. Qu'est-ce que vous nous apprenez là? C'est vrai que nous avons. C'est un secret de polichinelle. C'est vrai que Monsieur Guy Mafimba Motoki, oui. C'est vrai que tous nous avons suivi les images, nous avons vu qu'il y a eu profanation de la tombe du cardinal Émile Biaenda, mais à nous dire que c'est Denis Sassou Nguesso qui est derrière, je ne sais pas s'il y a bien des éléments d'appréciation là-dessus. Monsieur Perrin, posez-vous la question. Moi, j'ai été dans la force publique. Lorsqu'il y a un crime, on se pose la question de savoir à qui profite le crime. Oui. Ça peut que profiter à M. Sassou Nguesso. Parce que lui, c'est un régime qui s'appuie sur de tout ce qui est ésotérisme. Il est là-dedans. Donc aujourd'hui, se sentant
certainement faible de manière mystique, il a intérêt à aller voir si celui qui l'a sacrifié, c'est eux qui ont sacrifié le cardinal. C'est eux qui ont sacrifié le cardinal. Ils savent pourquoi ils sont partis. Ils ont voulu profaner sur ce. Donc j'ai dit, les conditions subjectives ne sont plus les mêmes. Et les conditions objectives, comme je viens de dire tantôt, l'isolement diplomatique, l'asphyxie financière. En 2014, M. Sassou a eu de l'argent pour venir payer les pages entières ici dans les grands journaux des médias internationaux pour vendre son changement de la Constitution. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce que vous les voyez encore aujourd'hui faire la une des journaux? Pas du tout. Donc, les conditions subjectives et objectives n'étant pas réunies, nous avons aujourd'hui la capacité en 2021 de faire échec à cela, mais d'accélérer l'échéance pour le départ de ce régime qui a fait énormément, qui continue à faire énormément du tort au Congo. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est de détecter déjà très vite, ce qui n'a pas été le cas en 2014. Lorsqu'on disait attention, c'est le changement de la Constitution, beaucoup ne voulaient pas nous croire. On dit ben non, il veut faire évoluer la Constitution. Moi, je me souviens en Brazzaville, j'ai eu à faire 2 débats contre Mungala et contre, comment il s'appelle, juste Ibombo. Mais au sortir de ces débats, les émissions étaient. Il n'y avait plus d'émissions, de ce genre d'émissions. Pourquoi? Parce que, bon, les Congolais ne voulaient pas croire à ce que nous disions que c'est de la forfaiture qui est en train de se préparer. Voilà. Et je dirais en plus, ceux qui ont suivi Sassou en 2014-2015, tous ceux qui sont morts, les Longo, celui qui est Bopaka, ces gens-là qui créaient, je ne sais pas moi, ils rédigeaient mais déjà je crois qu'ils seront plus nombreux à suivre Sassou dans cette aventure-là. Ils seront plus nombreux. La preuve en est, depuis qu'ils en parlent, comme par hasard, on n'en parle plus. Mais j'apprends certainement, en lisant quelque part, qu'ils risquent de ne même plus passer par la Cour suprême et automatiquement, ça va aller au niveau de l'Assemblée. Oui, mais ça sera une violation quand même de la Constitution. Bien entendu. Et là, ce que vous dites, M. Perrin, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que cette violation-là doit être retoquée au niveau de l'Assemblée. Ce qui revient à dire que Pierre Ngolo et Isidore Mvuba sont aujourd'hui devant le peuple, devant le jugement de l'histoire. Ces gens-là vont encore entériner une énième forfaiture de Sassou. Mais Sassou n'est pas éternel. Ngolo et Isidore Mvuba, je crois qu'ils vont nous écouter, qu'ils sachent que demain, après-demain, on les poursuivra. Ils reprendront de leurs actes. Et tous les députés qui sont aujourd'hui dans les fameux députés du PCT et les fameux députés de l'opposition, ils seront devant l'histoire. L'avantage aujourd'hui, c'est que nous sommes à l'heure du numérique. Donc, ce que je dis aujourd'hui, on pourra le reproduire demain. Parce que, comme j'ai dit, Sassou et ce régime n'est pas éternel. On va donc terminer avec le dernier volet qui porte sur le rebondissement, sur l'affaire Guy Brice Parfait Kolela, où on apprend que les enfants Kolela et leur tante ont été assignés en justice par la veuve Kolela au motif que ces derniers insistent et empêche l'enterrement de la dépouille de Guy Brice Parfait Kolela. Alors, quel commentaire pouvez-vous faire face à cette procédure? Je vous rendrai encore hommage d'avoir eu cette émission dernièrement qui a été beaucoup suivie par les Congolais, où je n'ai pas été procureur. J'ai essayé seulement de faire une espèce de compilation des indices troublants qui ont amené à ce que j'ai appelé la neutralisation du président Guy Brice Parfait Kolela. Et j'étais arrivé à la conclusion que c'était légitime, tout à fait, que le camp de Lydie Kolela et des enfants puissent chercher la vérité. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, on était, en tout cas, à leur côté pour connaître la vérité. D'autant plus que c'est un contentieux historique que nous ne voudrons pas. Et voilà, on y revient là. Là, on vient de profaner le cardinal. Le cardinal a été tué en 2000. Mais pourquoi on continue jusqu'à aujourd'hui? Voilà les fameux contentieux historiques dont je parle. Donc, pour répondre à votre question, c'est les mois. En tout cas, hier, quand j'ai lu ça, j'étais malheureux. J'étais dans les mois. Je me suis dit, moi, je ne suis pas né au village, mais la cosmogonie de nos différents terroirs, je n'ai jamais vu une maman ester en justice ses enfants parce que ces enfants veulent connaître la vérité sur la mort de leur père. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu ni vu ça. Et donc, je me suis rapproché d'un certain nombre de personnes qui sont proches de Madame Nathalie pour dire
pour faire passer ce message. Qui la conseille, cette dame? Est-ce qu'elle est consciente de la responsabilité historique qu'elle est en train de prendre en posant cet acte-là, les conséquences? Donc, pour ne pas trop m'éterniser sur cette affaire, j'ai réitéré encore mon engagement aux côtés des enfants et de Lydie Kolela. Si j'ai le temps, j'irai ce jour-là au tribunal. J'irai au tribunal et je demande même aux Congolais, épris de vérité, de justice et de paix, nous devons aller soutenir les enfants Kolela. C'est prévu pour le 7 janvier 2022. Je vais m'arranger à y être au tribunal pour aller soutenir les enfants Kolela et Lydie Kolela. Et en même temps, je demande à la veuve Kolela de se ressaisir. De se ressaisir parce que l'exigence des enfants et de la famille, une partie de la famille est légitime. Elle n'est pas partagée seulement par la famille, elle est partagée par tous les Congolais. Kolela a laissé un testament. Ce testament s'adresse à tous les Congolais, et moi y compris. Et donc, qu'on ne nous amène pas avec des arguments fallacieux. L'Institut médico-légal, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce pays, c'est son travail. Et sous la tutelle du ministère de la Justice. Un corps peut rester 4 ans, 5 ans, ce n'est pas le problème. Tant que la justice n'a pas dit on peut, le corps peut y rester. Mais ceux qui sont... C'est le mobile, c'est la raison qu'évoque en fait ceux qui veulent qu'on puisse enterrer la dépouille. Ils disent que ça a trop mis du temps au niveau de l'Institut. On sent bien que c'est du n'importe quoi. Je prends le cas de le papa Tshisekedi Etienne. Son corps est resté combien de temps dans un... Non, ça n'a pas de sens. Ça, c'est de 1, de 2. De 2, je dis bien, on vit dans un pays, il faudrait qu'on apprenne à connaître comment l'administration fonctionne. On dit bien l'Institut médico-légal. Ça dit qu'elle est au service de la justice pour la quête de la vérité. Tant que la justice n'a pas dit que nous, on a tous les éléments, vous pouvez... Ils n'ont pas. C'est un argument fallacieux. Il y en a qui parlent de décomposition du corps et tout. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ils ont une autre raison. Et j'espère qu'ils n'avancent pas masqués. Parce que ça sera de leur responsabilité. Ils sont complices de ce qui s'est passé. Oui, mais pendant que tu dis ça, quelle interprétation peux-tu donner à toutes ces manœuvres? Une pression politique quelque part? On veut cacher la vérité? Écoute, moi j'ai pour habitude de dire les choses telles que je les ressens. La dernière émission, j'ai rassemblé les indices troublants. Le nombre de personnes qui ont suivi cette émission, enfin mon interview, sont arrivés à la même conclusion que moi, par fait que là a été neutralisé. Ça, c'est clair et net. Ça a été un assassinat. OK. Maintenant, si on dit qu'il n'est pas mort le 22, donc il est mort le 21. Si on dit qu'il n'est pas mort de Covid, donc il y a quelque chose. Mais pourquoi on veut arrêter cela? Ça veut dire que vous ne voulez pas que la vérité se sache. Ça veut dire que vous êtes dans la boucle de ceux qui veulent cacher la vérité. Ça veut dire que vous êtes complice. Voilà un raisonnement dialectique. Et je n'ai pas envie, moi, d'accuser une veuve d'avoir contribué à la neutralisation de son mari. Parce que ce qui est grave, c'est quoi? Ça nous fait penser à quoi, M. Perrin? Ça nous fait penser au silence de Céline Ngouabi, combien d'années après le décès de son mari. Cette dame ne s'est jamais expliquée, alors qu'elle est à l'état-major. On va vivre ces choses-là jusqu'à quand? Et pour nous qui faisons la politique, là, on a peur. Mais comment? Donc, ça peut maintenant passer derrière nos femmes pour nous avoir. Voilà la stricte vérité. Raison pour laquelle je dis le 7 mois, je serai là-bas. Parce que comme j'ai dit dernièrement, si Kolela a été neutralisé, mais je n'ai pas envie d'être le prochain. Donc, il faut connaître. Mais je pense que ce ne sont pas toutes les femmes qui se comportent ainsi. Non. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Juste 2 minutes pour conclure. Un mot de la fin. Merci encore, cher ami. Merci à votre rédaction et merci à tous ceux qui nous suivent à travers votre chaîne. Et surtout, le dernier mot, ce serait à ceux qui sont au Congo, avoir toujours une espèce de résilience, à tous les combattants de la liberté, de l'opposition ou de la résistance au Congo-Brazzaville. Continuez à être dans la résilience. On va vaincre cette dictature. Et à ceux de la diaspora, je demande à ce que chacun fasse une espèce d'introspection de son action
Est-ce que la politique, c'est faire des vidéos contre les autres? Est-ce que la politique, c'est trouver les autres à être émergés à gauche et à droite? Non. Aujourd'hui, je l'ai dit, j'ai démontré que Sassou tente toujours d'avoir un coup d'avance sur nous. Et nous ne devons pas perdre notre temps dans les conjectures, dans ceci, de cela. Nous devons faire la politique, la haute politique. La haute politique, c'est avoir la capacité d'analyser, de décrypter les faiblesses d'un adversaire et de mettre en place des angles d'attaque pour en finir. Et je terminerai en disant tout simplement que, on le dit à chaque fois, que l'échéance, oui, je suis convaincu que l'échéance de la chute de ce régime est proche, à condition qu'on s'y mette un peu d'intelligence, un peu d'humilité, un peu de modestie et un peu de conviction. En tout cas, merci, Monsieur Guy Mafimba Motoki. Je rappelle que vous êtes un opposant politique congolais. Merci d'avoir répondu à nos questions et comme d'habitude, nous reviendrons encore vers vous pour d'autres sujets liés à l'actualité congolaise. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager cette émission, mais aussi et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit donc à très bientôt, mais en attendant, je vous souhaite une bonne et heureuse fête de fin d'année et de nouvel an qui arrive déjà à grands pas. Merci.